Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter une première implémentation de serveur multithreadé. J'ai déjà présenté dans une séquence précédente l'architecture d'un serveur multithreadé, donc on ne va pas y revenir, je vous renvoie à la dite séquence. Par contre je vais préciser les systèmes de communication qu'on va utiliser. Donc d'abord il y a les communications entre les clients et le serveur, là on va utiliser une file de messages qui va être implémentée. Et puis ensuite il y a les serveurs et les servants. Les serveurs vont créer les servants et vont appeler une méthode. Et puis lorsque les servants auront terminé leur exécution, eh bien ils vont appeler une méthode qui va réveiller les clients. Et on va voir que évidemment cette méthode-là et cette méthode-là ne vont pas du tout être implémentées de la même manière. On va dans un premier temps construire une classe requête. L'idée étant que c'est l'élément de base qui va permettre les échanges entre les clients et les serveurs et puis après les servants, parce que les servants exécutent la requête qui a été confiée au serveur. Donc la requête en fait elle contient quoi? Elle contient une référence vers un émetteur qui est un client et puis une valeur, on va dire c'est le contenu de la requête. On la ramène à quelque chose d'extrêmement simple et bien évidemment vous pourriez mettre des choses plus compliquées. Et on a bien évidemment le constructeur d'une requête et puis on a pour les traces ça peut être pratique d'implémenter cette méthode toString. Je vous rappelle que si vous implémentez cette méthode toString vous pouvez utiliser la concaténation dans une sortie sur l'écran et du coup il appelle la méthode toString pour transformer ça en chaîne de caractères. Et puis comme les attributs sont accessibles de manière publique, donc en lecture et écriture, je n'ai pas besoin de m'amuser à faire des accesseurs. Peut-être que ce serait plus joli que des accesseurs, mais là j'avais la flemme. Ces requêtes, elles vont s'insérer dans une file de requêtes qui est implémentée au moyen d'une classe qui s'appelle file requête. Donc cette file requête en fait elle contient un tableau. Dans ce tableau on va avoir des pointeurs sur les requêtes, en particulier la première à lire et la dernière écrite. Et puis on va avoir un taux d'occupation, le nombre de requêtes qui sont contenues dans la file de requêtes. Bien évidemment on va avoir besoin d'un réentrant lock pour gérer tout cela. Et on peut facilement imaginer qu'on va se bloquer lorsque la file est pleine ou lorsque la file est vide. Et par conséquent on a spontanément envie d'avoir deux conditions. Une condition qui permet de se bloquer sur l'écriture et une condition qui permet de se bloquer sur une lecture. Donc ça c'est le constructeur d'une file de requêtes. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Ça c'est une primitive de trace qui peut être utile pour l'affichage. Ça c'est une primitive de transformation en chaîne de caractères classique, je ne reviens pas dessus. Et on s'intéresse à une première primitive importante qui est l'insertion d'une requête dans la file. Donc je verrouille mon réentrant lock. Ici je m'assure qu'il reste de la place dans la file, sinon ça veut dire qu'elle est pleine. Si la file est pleine, et bien dans ce cas-là je me bloque sur le verrou en écriture. C'est la structure archi-classique, donc avec un await et un signal all, donc ce qui explique cette boucle while. Ensuite, bien évidemment, j'arrive ici, c'est-à-dire que je sais qu'il y a de la place pour ma requête. Je mets ici la première requête à écrire, j'augmente le taux d'occupation, j'augmente la première requête parce que c'est la prochaine qui sera à écrire. J'ai une gestion circulaire de cet indice lorsque j'arrive à la fin de mon tableau, mais non, il faut que je revienne au premier. Et bien évidemment, première ne pourra jamais dépasser dernière grâce effectivement à cette valeur occupée qui fait que si occupé est égal au nombre d'éléments qu'a mon tableau, eh bien le système se bloque. Et puis là j'ai le log dans un finally, enfin c'est classique. Maintenant regardons la méthode extraire requête. Et donc ici j'ai toujours le système lock unlock. Là si occupé est égal à 0, la file est vide, c'est pas la peine d'aller plus loin, je vais me suspendre et je me suspends sur la condition de lecture. Okay. Et puis ici c'est ce que je dois faire,
Si j'ai quelque chose à lire, j'enlève un élément, je passe au suivant puisque c'est le dernier que j'ai lu, et puis j'ai toujours la gestion circulaire de mon indice, et puis je vais signaler au cas où il y aurait des clients qui seraient bloqués, je les réveille. Et d'ailleurs dans insérer requête, j'avais le pendant, c'est que s'il y avait des lecteurs qui étaient bloqués, je faisais également un signalo. Donc on a le système classique croisé dans un système de producteur-consommateur et c'est exactement ce qu'on a avec cette file requête. Donc regardons maintenant la classe un client. Donc ici j'ai tout l'attirail habituel que j'ai déjà utilisé pour construire. Alors ça c'est mon identifiant, la file des requêtes vers laquelle j'écris. Ça c'est le compteur qui va me permettre de gérer la numérotation automatique des clients. Ça par contre c'est un objet sur lequel je vais me bloquer en attendant une réponse. Chaque client a son propre objet et je m'en sers pour la file d'attente qui me permettra de me débloquer. Et en fait vous sentez que celui qui va me débloquer via cette file, ça va être le servant une fois qu'il aura terminé son exécution. Ensuite j'ai le constructeur, c'est archi classique, un système de traces. Alors ça c'est la primitive de réveil, c'est la primitive que va invoquer le servant et qui fait un notify all sur réveil, qui est ce fameux objet. Donc on sent que moi j'aurais fait quelque part un wait. Alors bien sûr là je pourrais faire un notify all ou un notify. De toute façon cet objet là il est à mon usage personnel en tant que thread. Et puis ici la primitive toString, pas de souci. On regarde le run, pas énormément de soucis non plus. Je dis que je suis initialisé. Ici je génère une valeur aléatoire pour ma requête. Je dis que j'envoie la requête avec cette valeur. Et puis vous voyez que je fais un insérer requête et à ce moment-là je me mets en attente du serveur et pour cela je fais un réveil.wait. Et vous sentez que lorsque le servant va pouvoir appeler ma méthode pour me réveiller, ça va marcher. Et il peut le faire puisque quelque part dans la requête qu'il va recevoir il y aura une référence vers this, donc vers moi. La classe servant, c'est pas extrêmement compliqué. Mon contexte c'est une requête et en fait cette requête m'est signifiée au moment où je suis créé, donc dans le constructeur. Donc la fameuse méthode qui est appelée par les serveurs lorsqu'ils créent les servants, c'est en fait le constructeur. Donc j'ai une méthode de trace toujours et en fait la méthode run c'est je suis initialisé, je fais un sleep d'une certaine durée. Je simule ici là le temps d'exécution de la requête et lorsque ce sleep a fini de s'exécuter, eh bien je préviens le client en appelant la méthode requête traitée que je récupère dans la requête qui m'a été transmise puisque le client transmet sa référence vers lui-même. La classe le serveur n'est pas extrêmement compliquée et c'est ça qui est intéressant parce que lui ça va être un goulot d'étranglement. Il faut qu'il fasse le moins de choses possible, il faut que le plus de choses soient déléguées au servant. Donc lui bien évidemment son contexte est une file de requête, point barre. Donc je lui transmets cette file de requête au moment où je le construis. Ça c'est une primitive d'affichage sans importance et le run c'est une boucle infinie. Ça c'est archi classique dans ce type de serveur. En gros on les arrête lorsque le système s'arrête. C'est la notion de démon, c'est un serveur qui tourne tout le temps. Je fais extraire requête, le extraire requête est potentiellement bloquant, attente passive. D'accord ? Je dis que je traite la requête et je fais un new thread de new servant de r.start, c'est réglé. J'ai créé mon servant, je lui balance la sauce et moi je reboucle sur une extraction de requête. Donc il faut que j'en mette vraiment le minimum là-dessus et si je suis bloqué ici, c'est qu'il n'y a pas de requête. C'est pas grave parce que l'écriture d'une requête par un client va provoquer un signal all sur l'extraction de la requête. Là, signal all, signal, ce serait la même chose puisque j'ai qu'un seul serveur. Mais on pourrait imaginer qu'il y en ait plusieurs serveurs avec un jeu de servants chacun créé par eux, ça pourrait parfaitement avoir lieu aussi, mais il faudrait assurer l'exclusion mutuelle entre tous ces serveurs, ce qui est d'ailleurs le cas ici puisque je fais les locks sur les rentrantes locks, mais à ce moment-là, eh bien, j'ai pas de problème, même quand je suis en attente, c'est qu'il n'y a pas de requête à exécuter.
La classe principale, je récupère les valeurs des arguments, je construis la file de requête, je construis les clients, je construis le serveur, je pourrais faire ça dans l'autre ordre. C'est archi classique, rien de nouveau là-dessus. Regardons les exécutions. Donc là ici je vais faire une première exécution. Vous notez que je suis obligé de tuer le programme puisque mon serveur il boucle éternellement. Et ici j'ai une autre exécution avec des paramètres qui sont un petit peu différents et si vous regardez ces exécutions, ben, c'est assez correct par rapport à ce que j'attends. Comme je viens de vous le dire, la terminaison se fait à la mano pour le serveur. On termine par un petit chronogramme, juste pour regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour détailler comment je représente la création dynamique d'une thread. Donc là j'ai exécuté le programme principal qui a créé la file de requête, qui n'est pas une thread, qui est un système de synchronisation, un client et le serveur. Bien évidemment, j'ai pour l'instant pas encore créé de servant puisque les servants sont créés dynamiquement pour chacune des requêtes qui sont demandées. Donc mon client affiche des choses et puis il fait une insertion de requête et puis il dit qu'il attend le serveur et à ce moment-là il se suspend. Ben oui, il exécute un wait sur cette fameuse condition locale qu'il a définie, enfin condition, en utilisant le moniteur de l'objet local réveil qu'il a défini. À ce moment-là, le serveur prend la main, le serveur dit qu'il est initialisé, le serveur fait un extrait requête. Là, il n'est pas bloquant puisqu'il se trouve qu'il y a une requête qui a été rentrée. Si c'est le serveur qui s'est exécuté en premier, eh bien, il aurait été interrompu et il aurait été réveillé. À ce moment-là, eh bien, il va pouvoir dire qu'il traite les choses. Il va créer dynamiquement un servant et ce servant, il va lancer son exécution. Et puis il va refaire un extrait requête et là comme c'est vide il va se suspendre. À ce moment-là, ben, par exemple c'est le servant qui s'exécute parce que tout le monde est suspendu. Le servant, eh ben, en fait il attend un certain temps, je ne l'ai pas matérialisé ici faute de place. Et puis ensuite eh ben, il va appeler la méthode requête traitée et il va se terminer. Et la méthode requête traitée va faire un signal all sur le fameux réveil qui n'appartient qu'à ce client-là. Donc ça va forcément tôt ou tard réveiller le client ici et le client il va reprendre son exécution, il va dire je suis content, ma requête a été traitée et il va se terminer. Et à ce moment-là, évidemment il ne se passe plus rien dans mon programme parce que lui il est en attente d'une requête qui est insérée et il n'y a personne pour insérer des requêtes. Donc mon programme, le seul moyen de l'arrêter c'est de faire un CTRL-C ici. Donc je n'ai pas de blocage de la file ici parce que j'ai un client et une requête, en particulier je n'ai pas de blocage en écriture, j'ai un blocage en lecture. Mais bon, vous imaginez très bien comment ça peut se passer et bien évidemment, comme vous avez compris, vous pouvez vous amuser à faire en exercice avec plus de clients, par exemple une file avec un seul message et 2 clients, eh bien de refaire ce chronogramme et cette fois-ci, selon les exécutions, vous pouvez avoir une situation où vous allez avoir un blocage sur l'insertion d'une requête qui sera réveillée par une extraction de requête parce que eh bien, la requête aura libéré une place, etc. Et vous aurez ce jeu classique de producteur-consommateur que j'ai déjà évoqué plus tôt. Ben voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.